Salut les curieux et bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de Graines de Savoir. Et comme je vous l'avais dit précédemment, nous allons parler ruminants. Dans cet épisode, j'ai décidé de faire participer un spécialiste des ruminants. Et c'est d'ailleurs pour ça que Bastien Ménecart sera donc la personne référente pour nous expliquer tout ce qu'il y a à savoir sur les ruminants, leur histoire, leur évolution et leur diversité. Bastien Ménecart est donc un paléontologue, donc un spécialiste de l'histoire du vivant, à la recherche des traces laissées par les êtres vivants il y a de ça des millions d'années et qui nous permettent de reconstituer un peu plus précisément l'histoire du vivant et son évolution. Et Bastien est un féru en la matière en ce qui concerne les ruminants fossiles, puisqu'il a travaillé dans de nombreuses unités de recherche. D'ailleurs, il a travaillé donc à Paris, au Muséum d'histoire naturelle de Paris, il a travaillé à la Sorbonne, à Fribourg en Suisse, à Bâle, en Suisse également, à Munich en Allemagne, et il est même passé récemment, au musée de paléontologie d'Oulan-Bator. Et oui, en Mongolie. Il faut savoir qu'en Mongolie, on trouve des dinosaures. D'ailleurs, au musée de paléontologie d'Oulan-Bator, on trouve beaucoup de dinosaures, mais on trouve également beaucoup de mammifères fossiles, puisque les roches de Mongolie nous ont permis de découvrir énormément de restes de mammifères qui nous permettent de reconstituer plus précisément leur histoire. Et d'ailleurs, Bastien sera là pour nous expliquer tout ça. Et d'ailleurs, je suis en duplex avec lui. Bastien, tu me reçois? Ouais, salut. Bonjour Bastien. Oui, Cusa, bonjour. Ça va bien? Bastien, peux-tu nous donner une définition précise de ce qu'est un ruminant? Un ruminant? Un ruminant, c'est un mammifère artiodactyle qui possède 2 ou 4 doigts par main et pied et qui est capable de rumination, c'est-à-dire de manger et de régurgiter sa nourriture. Une autre caractéristique des ruminants, c'est qu'ils possèdent 3 poches stomacales ou 4 poches stomacales. En gros, 3 ou 4 estomacs dans son ventre. D'ailleurs, quels sont les facteurs qui ont permis l'évolution de ces animaux à développer plusieurs estomacs, Bastien? On ne connaît pas trop bien l'origine de la rumination chez les ruminants. On sait que c'est quelque chose qui est apparu entre 30 et 40 millions d'années, quelque part entre l'Asie et l'Amérique du Nord. En fait, c'est quelque chose qui est probablement arrivé dans les milieux plutôt arides. On se rend compte que la rumination, c'est quelque chose qui est assez important pour manger des aliments qui sont très faiblement énergétiques, comme de l'herbe, mais c'est également quelque chose de très intéressant pour laver les aliments. En fait, quand on mange de l'herbe, il va y avoir du sable dessus, et le sable va se déposer dans l'estomac avant d'être régurgité. Comme ça, les dents ne vont pas être usées en mangeant du sable. Et au fait, quand est-ce qu'ils sont apparus sur notre planète, les ruminants? À quelle époque environ? Oula, l'origine des ruminants est assez ancienne, ça remonte à 45 millions d'années, donc 20 millions d'années après la disparition des grands dinosaures. Mais il ne faut pas s'imaginer des cerfs avec des grands bois ou des vaches. À cette époque-là, c'était des petits animaux qui faisaient à peu près 5 kg. La plupart avaient des canines très allongées et on les retrouve principalement en Asie, notamment en Mongolie et en Chine du Nord et un petit peu au sud de la Sibérie. Donc ce sont des... Oh tiens, il y a une autre caractéristique des ruminants. Les ruminants actuels n'ont pas d'incisive supérieure. Par contre, les ruminants fossiles anciens, certains avaient des incisives supérieures. Ah oui, comme la vache. Et alors quelques exemples de ruminants assez célèbres. La vache, le cerf, le chevreuil, la girafe, l'okapi. Après, il y a des animaux un petit peu plus exotiques. Par exemple, en Amérique du Nord, on a ce qu'on appelle l'antilocapre. On a aussi en Asie et en Afrique ce qu'on appelle le chevretin, qui est un ruminant qui, lui, a 3 poches stomacales. Tous les autres ruminants, qu'on appelle des ruminants dérivés, sont des pécoras et ont 4 poches stomacales.
Et l'environnement ou les environnements d'origine des ruminants, c'est lesquels? Les premiers ruminants sont probablement apparus dans des environnements qui étaient plutôt des environnements tropicaux, enfin des forêts plutôt denses, alors qu'aujourd'hui ils ont conquis tous les environnements. On en a qui vivent dans les forêts type amazonienne, on en a qui vivent dans la savane, dans les déserts, on en a certains qui vivent même à plus de 4000 mètres d'altitude, et il y en a certains qui vivent même dans des marécages, et d'autres qui vont se protéger en nageant sous l'eau. Il y a certains ruminants qui pratiquent la plongée sous-marine. Donc pour échapper aux prédateurs, ils vont plonger et ils vont faire ce qu'on appelle du bottom walking, c'est-à-dire ils vont nager au fond des rivières et retenir leur respiration. Donc on a vraiment un très très grand panel de diversité chez les ruminants. Vous avez sûrement tous vu des images par exemple des chèvres qui vont grimper en haut des arbres ou des bouquetins qui vont grimper sur les barrages. D'ailleurs, je me pose une question, j'aurais dû te la poser depuis le début, mais Bastien, tu te trouves où en ce moment là? Parce que je vois que dans le fond, là, on voit pas mal de petits animaux qui gambadent. Alors aujourd'hui, on est à Branferré, donc c'est un parc animalier avec une très grande diversité de faune. Et là, on a la chance dans ce parc, en fait, d'avoir des animaux en semi-liberté, dont des cerfs hydropotes. Ce sont des cerfs, et vous allez voir, qui n'ont pas de bois sur la tête, mais par contre, certains, les mâles, ont des dents de sabre. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'origine, tous les ruminants possédaient des dents de sabre. Il faut imaginer des vaches, des girafes et des cerfs qui, avant 18 millions d'années, avaient des dents de sabre. Il existe une anticorrélation entre la taille des appendices sur la tête et la taille des canines. Plus les appendices que vous aurez sur la tête seront longs, plus vos canines seront petites. Et ces animaux-là, ils n'ont rien sur la tête, donc ils peuvent avoir des canines qui font une quinzaine de centimètres. Ce qui est assez amusant de voir, c'est que donc pendant des décennies, les chercheurs ont pensé que cet animal était très primitif dans son aspect morphologique général. Parce que donc il a 4 poches stomacales, très bien, mais il possède des dents de sabre comme les anciens ruminants. Et donc on pensait que peut-être c'était un cerf, mais un cerf qui représente l'état à l'origine des cerfs, avant qu'ils aient quelque chose sur la tête. Mais en fait, quand on a regardé à partir de l'ADN, on s'est rendu compte que cet animal était très proche de nos chevreuils ou de l'élan. Donc que c'est un animal en fait qui est très avancé. Du coup, en fait, la base de la morphologie externe de cet animal ne reflète pas en fait son intégrité au niveau de son ADN. Et ce qui est assez intéressant, c'est que dernièrement, il y a des analyses qui ont été réalisées au niveau de son oreille interne, un petit organe qui est à la base du crâne. C'est un organe qui nous aide à l'équilibre et à l'audition. Et en fait, sa forme générale est exactement la même que celle du chevreuil et de l'élan. Ce qui nous indique qu'en effet, sur la base de la morphologie, tout comme sur l'ADN, cet animal-là est le groupe frère des chevreuils et de l'élan. Il est vrai d'ailleurs que tout à l'heure tu nous as parlé un peu de l'évolution des ruminants, mais j'aimerais bien en savoir un peu plus sur leur histoire à travers le temps. Et est-ce que les ruminants ont traversé plusieurs extinctions pendant leur histoire? Oula, l'histoire des ruminants, elle est jalonnée de moments de diversification, des moments d'extinction. C'est une histoire passionnante qui se passe sur plusieurs continents à différentes périodes du temps. Donc leur origine est probablement asiatique il y a environ 45 millions d'années, donc avec des animaux assez primitifs qui faisaient 5 kg dans une forêt tropicale. Mais il faut imaginer qu'après, en Asie centrale, on va avoir l'apparition de l'Himalaya. Et donc, à l'endroit où on avait des forêts tropicales, on va avoir des zones d'aridification, jusqu'à avoir le désert de Gobi. Donc on va avoir une différenciation entre les animaux qui vont vivre au nord de l'Himalaya et des animaux qui vont vivre au sud de l'Himalaya. Ces animaux, à l'origine, donc il y a environ 45 millions d'années, ce sont des animaux qui mangent plutôt des fruits, plutôt des feuilles, des choses qu'on va voir toute l'année. Et ce sont des animaux qui sont très riches en termes énergétiques. Donc on pense que ces animaux-là ne pratiquent pas la rumination et qu'ils n'ont pas forcément les 4 poches stomacales. Par contre, à partir du moment où on va avoir de l'aridification, ils vont manger des aliments qui sont plus faiblement énergétiques. Ils ne vont pas avoir des fruits toute l'année. Ils vont être obligés de manger de l'herbe. Et l'herbe, si vous avez déjà essayé de manger, c'est pas très bon en termes d'énergie. Donc il va falloir développer un nouveau processus biologique, physiologique, pour tirer de l'énergie de ces aliments-là. Et donc on va avoir l'apparition de la rumination développée chez les ruminants. C'est quelque chose qu'on le retrouve sur différents continents, chez différents groupes. C'est par exemple quelque chose qu'on va voir de manière parallèle en Amérique du Nord,
quand on va voir la formation de la chaîne de montagne, les Rocheuses, et les chameaux à ce moment-là vont commencer à manger des aliments faiblement énergétiques et faire aussi de la rumination et avoir des couronnes plus ou moins hautes. Donc on suppose à l'heure actuelle que l'apparition de la rumination se fait chez les ruminants en Asie. À cette époque-là, on connaît des ruminants qu'en Asie et en Amérique du Nord parce que c'est que entre ces deux continents qu'il y a des ponts continentaux. Pour voir les premiers ruminants en Europe, il faut attendre 34 millions d'années. À cette époque-là, il y a une mer qui s'appelle la mer du Turgai qui va disparaître entre l'Asie et l'Europe, suite à la glaciation en Antarctique. Première grosse glaciation que l'on va connaître. Ensuite, on va avoir une deuxième migration en Europe, 2-3 millions d'années plus tard. Et là, ce sont des animaux qui vont passer par le sud, par la Turquie. En fait, à ce moment-là, avant, il y a un océan entre l'Europe et la Turquie, qui s'appelle la Thétis. Quand cet océan va disparaître, il va y avoir la formation de la chaîne alpine qui va faire un pont continental entre l'Anatolie, la Turquie et la France, l'Europe de l'Ouest. Donc on va avoir une deuxième migration en Europe entre 30 millions d'années et 34 millions d'années. Il faut attendre 20 millions d'années, 18 millions d'années pour voir les premiers ruminants en Afrique. Et là, ça va être quelque chose de fantastique pour eux parce qu'ils vont avoir aucune concurrence et ils vont pouvoir se développer dans tous les sens. C'est pour ça aussi qu'à l'heure actuelle, on a une très grosse diversité de ruminants en Afrique, notamment des bovidés. Donc il y a environ 45 millions d'années, il faut imaginer que l'ensemble des continents avait une position très différente de ce que l'on connaît à l'heure actuelle. Par exemple, l'Europe est isolée de l'Asie par une mer qu'on appelle le détroit du Turgai. L'Italie est aussi séparée du reste de l'Europe de l'Ouest par un océan qu'on appelle l'océan Thétis. Les Alpes ne sont pas là pour connecter les deux endroits. L'Amérique du Nord est séparée de l'Amérique du Sud. L'Afrique forme une île complètement isolée. Et par contre, l'Amérique du Sud, l'Antarctique et l'Australie forment une sorte de grande barrière qui est dans l'hémisphère sud. À cette époque-là, l'ensemble du climat planétaire était plutôt chaud et humide, voire tropical. Par contre, il y a 34 millions d'années, on a une fragmentation de l'Amérique du Sud, l'Antarctique et de l'Australie. À ce moment-là, on va avoir un courant océanique qui va se former tout autour de l'Australie. Ce courant va refroidir le pôle Sud. Qui dit refroidir le pôle Sud dit que toute la neige qui va s'accumuler ne va pas fondre. Et donc on va avoir une accumulation de la neige, des glaces sur le pôle Sud. On va avoir la formation d'une calotte polaire. Et cette calotte polaire, en fait, c'est de l'eau qui ne va pas retourner dans les océans. Du coup, on va avoir une diminution de la profondeur des eaux océaniques. On va avoir une baisse du niveau marin de l'ordre de 50 à 100 mètres. Donc, à ce moment-là, on va avoir certaines mers qui vont disparaître. Par exemple, la mer qui séparait l'Europe de l'Asie, la mer du Turgai. Du coup, des animaux d'Asie vont pouvoir arriver en Europe. Il faut imaginer aussi que cette diminution des eaux marines va engendrer des changements des environnements continentaux. Et on va avoir du coup des environnements qui vont être un peu plus arides. On va avoir aussi des changements au niveau des plantes. Et les animaux qui vivaient là vont subir d'une part la compétition avec les nouveaux animaux asiatiques qui vont arriver en Europe. Et on va avoir aussi un problème au niveau du régime alimentaire car les aliments qu'ils mangeaient vont disparaître. Il y a une autre période où on a également un grand changement de faune, notamment chez les ruminants en Europe. Il y a 24 millions d'années, on voit une extinction totale des ruminants européens. Il faut imaginer qu'avant 24 millions d'années, on avait une forêt plutôt humide, sans saisonnalité marquée, et les ruminants que l'on connaissait de cette époque mangeaient plutôt des fruits et des feuilles. Parce que si on a de la saisonnalité, ça veut dire que les fruits et les feuilles seront là qu'à une certaine période de l'année. Ces animaux pouvaient donc se nourrir de fruits et de feuilles toute l'année. Et en plus, on peut le voir d'une part par la forme de leurs dents, et donc ça veut dire aussi qu'ils étaient, comme je vous l'ai dit en introduction, tout à l'heure, que c'était des animaux qui étaient probablement pas ruminants complets. Par contre, on va voir à partir de 24 millions d'années une crise d'aridité. On va avoir l'apparition d'une savane. On va avoir l'apparition d'une saisonnalité marquée. Et là, on va avoir l'ouverture des forêts plutôt vers des prairies. Les prairies, c'est tout ce qui est herbacé, ce sont des aliments qui sont très faiblement énergétiques. Là, pour avoir des ruminants capables de manger ça, ce sont des ruminants plutôt modernes, qui vont vraiment avoir 4 poches stomacales. Et donc à ce moment-là, on va avoir arrivé d'une part des ruminants qui sont issus d'Asie
notamment de la région du désert de Gobi, qui vont arriver en Europe et qui sont déjà préadaptés à ce type d'environnement aride avec des aliments faiblement énergétiques. Et on va voir ces ruminants européens qui mangent des aliments faiblement énergétiques qui vont disparaître, d'une part par la compétition des ruminants asiatiques, mais également par la disparition de leur environnement naturel. Merci Bastien. Mais tiens, aujourd'hui, là, il y a combien de familles de ruminants? À l'heure actuelle, il y a 6 familles de ruminants qui existent, mais par le passé, il y a eu beaucoup d'autres qui sont aujourd'hui éteintes. Il y a plus de 200 espèces de ruminants actuels qui ont occupé tous les environnements continentaux que l'on peut connaître. Par le passé, donc, il existait des formes de ruminants que l'on ne connaît plus à l'heure actuelle. Donc, il faut imaginer, par exemple, qu'à l'origine, il y avait des cerfs qui avaient des dents de sabre qui pouvaient atteindre 10-15 cm, avec des petits bois sur la tête. Mais il faut aussi imaginer des girafes avec des dents de sabre. Et des girafes, pas seulement avec des ossicônes sur la tête, mais aussi avec des plaques à l'arrière de leur tête. Bastien, peux-tu nous donner un conseil pour pouvoir justement profiter d'observer tous ces ruminants exotiques? Ici à Branferré, on a vraiment la chance de pouvoir voir en liberté des cerfs à dents de sabre. Donc ces cerfs hydropotes. Parmi d'autres animaux, vous pouvez voir des rhinocéros, mais également une très grande diversité de ruminants. Si vous êtes dans la région, je vous encourage grandement à venir ici pour venir voir ces animaux en semi-liberté. Je te rends la communication, Cusa. Oui, salut Bastien. Et encore, merci à toi, merci pour cette vidéo, pour ces explications. J'espère que vous avez adoré cette participation et que vous en savez beaucoup plus sur qu'est-ce qu'un ruminant et quelle est l'histoire des ruminants. Et bah justement, si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à partager la vidéo, à laisser un petit pouce et à vous abonner à la chaîne Graines de Savoir. Et bien sûr, bienvenue aux nouveaux abonnés. Je tiens aussi à remercier Flavie pour justement ses prises de vue, ces photos des cerfs hydropotes au sein du parc de Branferré. Et puis comme d'habitude, c'est comme la dernière fois avec Cédric et Sican, ça a été un plaisir de filmer au sein du parc de Branferré. Et sur ce, je vous laisse et je vous dis, comme d'habitude, que la curiosité soit avec vous à tout jamais. Des girafes moutes. Enfin, moi j'ai l'habitude de les appeler les girafes punk, parce que c'est vraiment des crêtes qui partent dans tous les sens.